Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Chroniques carolingiennes. Depuis le début de cette aventure, nous avons discuté de différentes thématiques au gré de mes passions, tout en passant un peu du coq à l'âne. Et ce, sans nécessairement s'arrêter sur cette période dans laquelle le récit des chroniques se déroule. Alors aujourd'hui, dans un but évident de pédagogie, je vais humblement remédier à la situation, en vous parlant d'événements de grande importance qui menant à cette fameuse époque carolingienne. Nous allons donc voir comment s'est mise en place la dynastie mérovingienne qui précéda celle de Charlemagne. Dynastie qui en fait mena à la naissance symbolique de cette franche chère à mon cœur, terroir de mes ancêtres. Cependant, pour bien comprendre ce long et complexe processus historique, nous allons reculer jusqu'au temps des invasions barbares. Plus précisément en 476, où Odoacre, chef de guerre à la tête d'un mercenaire germanique, s'empara de l'Italie et déposa le dernier empereur romain. Honneur César! Ce moment marqua la fin de l'Empire romain d'Occident et est la conséquence d'une lente agonie initiée par des vagues d'invasions barbares dont Rome avait été la proie depuis près d'un siècle. On peut voir que l'Empire était déjà à cette date plus barbare que romain. Et pour bien illustrer ce fait, nous avons qu'à regarder quel était le visage du territoire gallo-romain à la fin de ce 5e siècle. Le sud-ouest était dominé par les Wisigoths, peuple germanique qui avait passablement malmené l'Empire, notamment en pillant Rome en 410, jusqu'à ce qu'il s'installe en Gaule. À l'est, il y avait les Bourgondes, et au nord-ouest, les Celtes d'Armorique, dont le caractère indépendant et insoumis se voyait renforcé par la migration des Celtes de Bretagne, repoussés par les Anglo-Saxons. Un événement dont nous avons discuté dans l'épisode sur la bataille de Nestandsmir. La région autour de Soissons était la seule toujours sous l'emprise d'un pouvoir gallo-romain, tandis que le territoire du nord-est, soit celui de la Belgique et le nord de l'Allemagne actuelle, était dominé par les Francs, le peuple dont Charlemagne sera éventuellement issu. L'origine des Francs est mal connue, alors quoi de mieux que d'en faire l'approche avec un petit peu d'étymologie. Le mot franc, qui sous sa forme latinisée est francus, serait lié au nom germanique franco, qui veut dire lance. Le terme de lance pour identifier cette peuplade germanique pourrait s'expliquer par le fait qu'elle aurait été leur arme totémique, tout comme le peuple des Saxons qui sont identifiés à leur propre arme totémique, qu'est le scramasax, d'où découlerait le mot saxon. Cependant, les Francs expliquaient leur origine à travers un récit prestigieux, plus mythologique qu'historique. Selon l'Historia Francorum, qui est une compilation de chroniques parues au 7e siècle, les Francs seraient les descendants d'un groupe de Troyens mené par le prince Francion, petit-fils du roi Priam, qui aurait quitté Troie en flammes pour se réfugier au nord, dans une région de Germanie. Francion aurait donc été, selon ce récit, le père fondateur de la France. Mais ce mythe troyen à saveur française, en vain suite au Moyen Âge, a lentement tombé dans l'oubli. Pour en revenir à la réalité historique, les Francs étaient un conglomérat de tribus germaniques qui, sous la pression de d'autres peuples, finirent par s'installer au nord-est du Rhin. C'est de violentes façons qu'ils entrèrent d'abord en contact avec l'Empire romain, soit par incursion et pillage, et ce dès le milieu du 3e siècle. Mais par la suite, à la mesure des différents coups d'État qui allaient affaiblir l'Empire romain, les Francs s'allièrent à certains prétendants au pouvoir impérial, ce qui amena un début de collaboration au gré des besoins de chacun des groupes. Au 4e siècle, les citoyens romains, habitués à cette vie oisive, où ils préféraient assurément profiter du confort de leur domus et du divertissement de leur orgie, sur ce, on ne peut les blâmer. T'as plutôt faim ou t'as plutôt envie de baiser? Là, j'ai plutôt faim. Et quand t'auras plus faim, tu comptes taper dans les filles qui sont là ou... Bon, je sais pas. Et toi, dans le tas de gros porcs, y en a un qui te tente ou pas? Honnêtement, si on pouvait s'arranger tous les deux. Bon, bah, l'en bouffer. S'en fout, ces Romains. Ces derniers réchignaient maintenant à faire leur service militaire. Pour contrer cette baisse d'effectifs, l'armée romaine recruta dès lors des soldats germaniques. Et les Francs, toujours aussi belliqueux, s'engagèrent en grand nombre. Cependant, le peuple franc n'avait pas de pouvoir centralisé, ce qui amena des situations pour le moins chaotiques. Ainsi, au début du 5e siècle, pendant que certains groupes francs menés par leur chef de guerre attaquaient l'Empire romain au sud, d'autres communautés de guerriers francs protégeaient l'Empire romain au nord.
Mais l'invasion des Terribles Huns, cette horde de barbares turco-mongols, menée par Attila, le fléau de Dieu, força cohésion et collaboration. En 451, à la bataille des Champs cataloniques, les Francs se rangèrent du côté des Romains en tant que troupes auxiliaires. Menés par le roi Mérové, ce sont eux qui engagèrent le combat, dans une escarmouche des plus sanglantes. La bataille se poursuivit et les pertes furent énormes des deux côtés, menant tout de même Attila à quitter la Gaule, et ce sans qu'il ait de victoire décisive. En fait, les seuls qui furent véritablement victorieux, ce fut les Francs, puisque leurs bons et loyaux services allaient être récompensés. Le roi Mérové fut reconnu par Rome, à qui on donna la province de Belgique, les Francs étant ainsi intégrés à l'Empire. Les loups étaient désormais dans la bergerie. Cependant, l'existence du roi Mérové est tout de même mise en doute par certains historiens. Ancêtres mythiques ou anciens dieux barbares que les Francs honoraient avant leur conversion au christianisme, les hypothèses sont nombreuses. Il y a même une légende selon laquelle la mère de Mérové aurait été séduite par une bête de Neptune, un monstre marin à 5 cornes, et elle aurait par la suite donné naissance à un roi, investi d'un grand pouvoir, nimbé de surnaturel et de magie, caractéristique de cette nouvelle lignée dynastique. Une chose est certaine, ce personnage réel ou légendaire a eu assez d'importance pour que l'on attribue son nom à une dynastie. Les rois mérovingiens qui se sont succédés n'ont jamais mis son existence en doute, tout en se glorifiant de faire partie de cette illustre lignée. Childéric, qui aurait été le fils de Mérové, fut le premier roi mérovingien historiquement attesté. À sa mort en 481, son fils Clovis lui succéda, et ce dernier deviendra un des personnages les plus importants de l'histoire de la France. Aussi ambitieux que déterminé, le nouveau roi utilisa tour à tour alliances et assassinats pour prendre sous son contrôle les différentes nations franques. En 486, soit 10 ans après la chute de Rome, il attaqua les territoires à l'ouest et, à la bataille de Soissons, détruisit les derniers vestiges du pouvoir de l'Empire romain. Ensuite, il s'en prit aux différentes nations germaniques résidant en Gaule, notamment aux Wisigoths, qui détenaient le sud du pays. Ce fut donc en 507 qu'il affronta ces derniers à la bataille de Vouillé. Clovis se jeta dans la mêlée, et à la manière des films hollywoodiens, alla confronter le roi Wisigoth Alaric II dans un combat singulier. Le roi franc tua son opposant pour obtenir une victoire décisive. Ce dénouement permit de fixer sur la ligne des Pyrénées les frontières du futur royaume de France. Ainsi, Clovis institua les premières formes du territoire national, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il eut aussi une influence similaire sur la coronation des rois français, et ce par sa conversion à la foi chrétienne, comme nous le raconte le chroniqueur Grégoire des Tours dans son Histoire des Francs. Et selon lui, la bataille de Tolbiac aurait été l'événement qui aurait mené à cette conversion. Le chroniqueur en fait une description essentiellement religieuse, en copiant le modèle de l'empereur romain Constantin, où à la bataille du pont Milvius, il se serait converti après avoir été victorieux suite à un signe de Dieu. Ainsi, Clovis, lors d'un affrontement contre la nation des Alamans, vit ses guerriers se faire massacrer et la bataille perdue. Il aurait dès lors prié le Christ, en lui promettant de se convertir, s'il obtenait la victoire. À ces mots, le roi ennemi fut tué d'un coup de hache et ses troupes retraitèrent. Suite à cette victoire, Clovis aurait été se faire baptiser à Reims, le 25 décembre 496, avec 3000 de ses guerriers. 3 siècles plus tard, Hincmar, archevêque de la ville, dans un souci de légitimiser le pouvoir de la dynastie carolingienne, que l'on connaît bien, fit dans ses écrits la promotion du baptême en le transformant en événement mythico-religieux. Ainsi, il raconta qu'une colombe ou un ange aurait apporté une ampoule remplie de sainte crème avec lequel l'évêque de Reims aurait oint le front de Clovis. Cette légende eut une incidence majeure sur cette image quasi mystique qui émanera de la royauté française. Le Sainte-Ampoule venu du ciel affirmerait en fait que c'est Dieu qui fait les rois. Cette vision a cimenté l'idée de la monarchie de droit divin et de pouvoir absolu des rois de France. On pourrait même parler de royauté sacerdotale, puisque ce récit légendaire nous apprend que cet ointement de la Sainte Crème, initié par Clovis, aurait donné au roi de France le pouvoir de guérir certaines maladies. On vient donc à cette vision de pouvoir magique
institué par le roi Mérové, le père de la dynastie. Vision propagandiste pour faible d'esprit, dont on fait encore la promotion à notre époque contemporaine. Ultimement, ce geste de Clovis, transformé par la propagande cléricale des siècles suivants, fut des plus significatifs, puisqu'il institua un protocole de coronation qui se perpétua jusqu'en 1825 avec le roi Charles X. D'une manière plus pratique, ce baptême alla accroître la légitimité du pouvoir de Clovis et des Francs auprès de la population gallo-romaine, qui, elle, était essentiellement chrétienne. Du même coup, il renforçait son lien avec le clergé, qui demeurait toujours aussi influent, ce qui assurait la mainmise de la dynastie mérovingienne sur la Gaule. Clovis mourut à Paris, sa nouvelle capitale, en 511. Conformément à la loi franque, le royaume fut séparé entre ses 4 fils, puis réunifié en 558 lors de la mort de 3 d'entre eux. Le prochain siècle de succession mérovingienne se fera dans une dynamique de rivalité, d'intrigues, de conflits et de meurtres brutals. C'est un récit digne de la série Trône de fer. Le territoire franc en vint être séparé en 3 royaumes, l'Austrasie, la Neustrie et la Bourgondie. Le règne de ce bon roi Dagobert qui alla de 629 à 639, celui-là même qui, comme le dit la comptine, aurait mis ses culottes à l'envers, marqua l'apogée de l'époque mérovingienne. Les conquêtes de ce dernier amena le royaume franc à son plus vaste, mais cela ne dura qu'un temps, et les querelles familiales liées au pouvoir qui étaient récurrentes, ainsi qu'une crise économique qui vida les coffres des rois successifs, affaiblirent leur autorité au point où la monarchie mérovingienne se retrouva sous le contrôle de l'aristocratie franque, ce qui éventuellement mena à ce mythe des rois fainéants. C'est le fameux Éginard, clerc d'influence de la cour de Charlemagne, dont on parle dans nos chroniques, qui illustra les derniers rois mérovingiens comme des souverains sans envergure, oisifs, paresseux et impuissants, mis de l'avant par la suite pour légitimiser le pouvoir carolingien. C'est tout de même en partie ce qui se passa, puisqu'il y eut effectivement l'affaiblissement de l'autorité royale, ce qui amena le pouvoir politique à tomber entre les mains des maires du palais. Ces derniers n'étaient à l'origine que de simples intendants, devenus par la suite les plus hautes autorités du royaume, après le roi. Ainsi, lorsqu'une armée musulmane envahit l'Aquitaine en 732, c'est Charles, le maire du palais d'Austrasie, qui prit la tête d'une armée, et non pas le souverain mérovingien. Il défie les Arabes à la bataille de Poitiers, ce qui mit fin aux incursions de ces derniers dans la région. L'événement fut marquant, et le maire du palais d'Austrasie hérita dès lors du surnom de Martel, qui en ancien occitan veut dire marteau, vu la manière qu'il aurait écrasé les musulmans. À l'instar de Clovis avec Tolbiac, nous pouvons voir la représentation de l'affrontement de Poitiers au château de Versailles, dans la galerie des batailles. Alors pour ceux qui, comme moi, ont une passion tout autant pour l'histoire militaire que pour l'histoire de l'art, je vous conseille fortement une visite à Versailles. Pour en revenir à Charles Martel, fort de cette nouvelle influence acquis par ses succès militaires, il s'octroya le droit de réformer l'armée, qui auparavant n'était que le regroupement d'hommes levés dans les territoires en temps de guerre et qui s'équipait tant bien que mal à leurs frais. Martel innova en créant un groupe de cavaliers d'élite. Parmi ses guerriers les plus fidèles et les plus robustes, ce fut la base même des troupes de Scola, dont je parle dans le récit des chroniques, et qui deviendra par la suite la fameuse cavalerie carolingienne. En échange de leurs services, on leur distribua des terres et leur demanda un serment de fidélité, ce qui devenait en fait l'ébauche du régime féodal qui mena à la chevalerie. L'aristocratie franque profita de ce système pour se constituer de larges troupes de cavaliers, renforçant ainsi grandement la force militaire de Charles Martel. Conscient de son pouvoir, ce dernier décida de ne pas nommer de successeur au roi mérovingien Thierry IV lorsqu'il mourut en 737. Charles Martel régnera donc en toute illégalité jusqu'à sa mort 4 ans plus tard. Suite à son décès, son autorité de maire de palais fut partagée entre ses 2 fils, Carloman et Pépin le Bref. Pour ce dernier, il faut mentionner que son surnom n'est nullement lié à la petitesse de son zizouis, mais plutôt à celle de sa stature. Autre petite anecdote, son épouse avait le nom de Berthe au grand pied, comme quoi les contraires s'attirent. Et ce n'est pas une blague. Mais revenons à notre récit. La pression du clergé et celui d'une partie de la population franque força tout de même les 2 frères, qui
n'avaient pas encore la poigne de leur paternel, à couronner un roi de la lignée mérovingienne. C'est ce qu'ils firent en 743 avec Childéric III, qui avait été littéralement évincé par Charles Martel en étant relégué dans un monastère. Pépin le Bref le sortit de sa vie monastique, tout en s'efforçant de consolider son pouvoir, ce qu'il fit notamment en s'opposant à son frère Carloman et en le forçant à devenir moine. Son pouvoir ayant été ainsi renforcé, le seul obstacle à son règne restait le roi mérovingien Childéric III, qu'il avait lui-même mis sur le trône. Pépin le Bref, enfin stratège, trouva un moyen efficace pour s'en débarrasser. Sachant que le pape de Rome Zacharie était sous la menace des Lombards, peuplade germanique ayant conquéri une grande partie de l'Italie, il le contacta en 750 pour lui proposer son aide. En échange de ses bons services militaires, il demanda l'autorisation, par la grâce de Dieu, de mettre fin à la dynastie mérovingienne. La réponse du pape fut sans équivoque. Celui qui exerce véritablement le pouvoir porte le titre de roi. Dans ce qui pourrait s'apparenter à un coup d'État, Pépin déposa Childéric III. Le dernier roi mérovingien fut tonsuré, acte symbolique, puisque la longue chevelure chez les Germains païens était une des formes de représentation du pouvoir royal. Childéric ainsi tondu retourna donc dans son monastère pour y finir ses jours. Ainsi s'acheva la dynastie mérovingienne. Et le fait que le dernier roi fut forcé à la vie monastique plutôt qu'assassiné démontre peut-être tout le respect qu'on avait encore pour cette lignée aux souverains prestigieux tels que Clovis et Mérové, et qui ainsi garde encore cette aura mythique, magique, quasi divine, liée à cette dynastie. Pour ce qui est de Pépin le Bref, en novembre 751, il se rendit à Soissons, où les évêques de la Gaule et la noblesse franque s'étaient réunis, et conformément au rituel qui aurait été établi par Clovis 2 siècles et demi auparavant, il se fit oindre le front avec la Sainte Crème et on le sacra roi des Francs. Fait intéressant, lors de cette cérémonie, Pépin le Bref aurait été accompagné de son épouse, Berthaud Grandpied, et de ses deux fils. L'un d'eux, prénommé Charles, sera mieux connu par la suite sous le nom de Charlemagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette dynastie légendaire a toujours exercé sur moi une grande fascination, ce qui m'a amené au gré de mes explorations à tenter de retrouver les derniers vestiges de cette âge lointaine et oubliée. J'ai tombé sur certaines traces de cette civilisation dans les musées, notamment dans celui de Cluny, à Paris, et aussi celui de la Cour d'Or de Metz, ainsi que dans le sanctuaire alsacien de Sainte-Odile, encadré de son mystérieux mur païen, qui, bien que reconstruit à l'époque mérovingienne, serait beaucoup plus ancien. Lors d'un de mes passages en France, dans la région de l'Aveyron, j'ai pu visiter, dans les fondations du château de Montaigu, les vestiges d'une nécropole mérovingienne, où l'on peut y voir entre autres les restes d'une mère et de son enfant, qui reposent côte à côte au-delà des siècles, ce qui donne à travers toute la froideur aride de ces informations et de ces grandes dates de l'histoire, une dimension humaine. Alors voilà pour ce petit cours académique sur l'histoire de France, et si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne ou expérimenter le tout avec un des tomes de la série. En attendant, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de vos chroniques en vous souhaitant bonne journée et surtout, bonne lecture.